Bonjour, je suis Alexandra Schwarzbrod et je viens vous parler de mon dernier roman, Les Lumières de Tel Aviv, voilà, paru chez Rivage Noir en mars. Donc c'est le héros de cet extrait, le héros de ce roman et des deux qui ont précédé, Balagan et Adieu Jérusalem, c'est Elie Bichara. Donc c'est lui qui parle, ou plutôt qui réfléchit dans cet extrait-là. Balayant le front de mer du regard, Elie Bichara réalisa à quel point cet endroit lui avait manqué. Nulle part au monde il ne se sentait autant viscéralement chez lui qu'ici. Chaque fibre de son corps reconnaissait les bruits, les odeurs, la lumière, la langue, et le remerciait d'être là, de retour dans ce pays honni et adoré. Il s'apprêtait à tourner vers Frischmann pour gagner Dizengoff quand un air de musique le poussa à parcourir quelques dizaines de mètres supplémentaires, sur le trottoir opposé à ce qui était autrefois l'ambassade de France, reconnaissable à ses mouches arabiées de béton. Il jouait du satie sur un coin de la jetée, assis sur des blocs de pierre face au Sheraton, un violoncelliste, un violoniste et un guitariste, leurs instruments exhalant des airs déchirants. Des balcons du palace, dont les chambres étaient devenues des appartements collectifs, provenaient des éclats de voix et des rires d'enfants, mais aussi des chants pour accompagner les musiciens. À Tel Aviv, plus rien ne se perdait. Il se laissa tomber sur un banc, fasciné par les visages burinés et les regards complices, songeant à quel point leur vie, leur histoire étaient différentes des siennes, alors qu'ils partageaient le même pays, du moins ce qu'il en restait. Il se releva pesamment, jeta quelques dattes dans la housse de guitare déployée sur le bitume et poursuivit sa route. Ici, mieux valait ne pas trop rêvasser sous peine d'être assailli par les pires cauchemars. Le commissaire Elie Bichara, ou plutôt l'ex-commissaire Elie Bichara, était un Palestinien d'Israël, un Arabe israélien, peu importe. Il était à la fois d'ici et d'un pays qui n'existait plus. Il avait grandi dans une famille chrétienne de Nazareth qui n'était jamais parvenue à le convaincre des bienfaits de la religion. Il avait tout tenté pour oublier ce lieu qui avait détruit sa vie. Il avait résisté de l'intérieur quand le gouvernement israélien s'en était pris aux Palestiniens d'Israël, leur interdisant de travailler dans le pays afin de les pousser à partir. Mais son combat était vain. Il l'avait vite compris quand il avait vu le monde détourner les yeux. Alors, il avait rejoint en France son frère qui enseignait à l'université. Pendant quelques mois, il avait marché sur les quais de la Seine, dormi 12 heures par jour et lu tous les livres de géopolitique qui lui tombaient sous la main. Il avait renoué avec d'anciennes amours qu'il avait vite lassées. À quoi bon ? Aucune d'elles n'avait de quoi assouvir ce manque qui lui nouait la gorge dès l'aube. Jusqu'à ce jour de mai où des élections anticipées avaient porté nationalistes russes et ultra-orthodoxes au pouvoir en Israël. Le Premier ministre était un homme en noir dont l'ascension avait été stoppée net 20 ans plus tôt par des accusations de corruption. Il lui avait fallu plus de 15 ans pour être lavé de tout soupçon, 15 ans à ferrailler pour obtenir de la justice qu'elle referme le dossier, 15 ans à élargir son réseau de supporters en jouant les victimes, 15 ans à fomenter sa vengeance. On y était. Les nouveaux dirigeants avaient annexé ce qui restait de la Cisjordanie, envoyant des gros bras tout droit sortis de Tchétchénie ou d'Ouzbékistan chasser les Palestiniens vers la Jordanie ou l'Égypte qui avaient récupéré Gaza. Les lois de Dieu avaient remplacé celles de la cité. À Jérusalem, il n'était plus rare de croiser une carriole tirée par un âne sur l'avenue King George. Et la ville était plongée dans le noir, dès la nuit tombée. Le jour où il avait entendu dire que Tel Aviv résistait, qu'une communauté d'Israéliens de gauche s'était installée là, réinventant le mode de vie des kibbutzim, Elie Bichara avait décidé de rentrer par n'importe quel moyen. Quand un pays connaît une telle crise, c'est précisément le moment de relancer le projet historique. S'était-il défendu lorsque son frère l'avait traité de cinglé. Celui-ci avait refusé de le suivre, sceptique sur les chances des résistants de retrouver l'utopie des pionniers de 1948, projet qui englobait cette fois les Palestiniens. Pourtant, Tel Aviv n'était pas le premier exemple de sécession dans le monde. La Californie venait de se séparer du reste de l'Amérique. On y vivait désormais en autosuffisance au sein de communautés qui tentaient de raviver l'esprit hippie et le folklore des années 70. L'Écosse, la Catalogne, le Pays Basque, mais aussi le Tyrol avaient pris le large. Alors, pourquoi pas Tel Aviv qui comptait un nombre incalculable d'intellectuels biberonnés aux plus belles légendes de l'âge d'or occidental ? Plus personne ne pouvait s'opposer à cette partition. L'Iran et l'Arabie saoudite s'étaient entretués dans un conflit qui avait failli devenir mondial. L'Europe avait implosé et retrouvé ses frontières intérieures. L'ONU s'était disloquée sous la pression des nationalismes. Le Hezbollah et le Hamas s'étaient autodissous faute de financement extérieur et le pétrole avait perdu son aura depuis que la planète misait tout sur l'énergie solaire. Le monde était devenu une succession de murs et de cloîtres. On ne se voyait plus, on ne se parlait plus.
Après la débauche de communication ouverte et de sociabilité des débuts du XXIe siècle, les peuples s'étaient repliés sur eux-mêmes, coupés les uns des autres. On ne disait plus la communauté internationale, mais les communautés du monde. Voilà, les Lumières de Tel Aviv. Au revoir.